Yo les trailers et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler d'un sujet sensible mais qui m'a toujours beaucoup intéressé. On va parler de la foulée, enfin plutôt de l'amélioration voire de l'optimisation de cette foulée. Alors pourquoi j'ai senti ce besoin de travailler sur ma foulée parce que après tout, une foulée c'est la mienne, c'est la vôtre, elle n'est pas parfaite, mais visiblement elle a l'air de correspondre plus ou moins à ma biologie, à ma biomécanique, c'est naturel d'ailleurs, c'est même pour ça qu'on n'a jamais appris à courir, même si on court depuis la plus petite enfance. Non, il y a quand même un problème là. Eh bien non, malheureusement, comme tout sport, la course nécessite une technique. Dans tous les sports, on a de la technique, même si on l'a jamais appris en course à pied, il en existe une. Et malheureusement, bien trop souvent négligée ou même complètement éclipsée dans la plupart des endroits où on apprend ou à courir, ou du moins où on nous fait courir. Parce qu'on a quand même assez de chance dans la pratique de notre sport, c'est que sur une sortie, on va pouvoir faire 1000 pas, donc on a la possibilité 1000 fois de travailler le bon geste. Et malheureusement, on a aussi cette possibilité de 1000 fois faire le mauvais geste et de dégrader sa santé tranquillement, progressivement. Et ça, c'est moins cool. C'est pour ça d'ailleurs que je voulais vous faire cette vidéo et échanger avec vous sur le fait de savoir comment j'ai amélioré ma foulée et que pour que vous ayez chez vous, en fait, cette petite logique, cette petite réflexion qui pourra vous amener, vous, à faire votre propre correctif, vos propres correctifs et avoir ce petit rien qui peut changer beaucoup de choses dans votre pratique. En fait, j'ai eu ce déclic la première fois que je me suis vu courir et franchement, c'était pas beau à voir et j'ai même, pour tout vous dire, complètement peiné à me reconnaître sur cette vidéo parce que j'avais l'impression d'être comme un pantin désarticulé, une grande foulée avec une bonne grosse attaque talon, limite jambes tendues dans le festival et voilà, j'avais vraiment le pied droit en plus qui partait n'importe comment, la tête baissée en avant, les épaules machin, les épaules, les coudes en cintre et franchement on était loin de la classe de l'athlète d'aujourd'hui. Oh, et puis aussi j'avais des douleurs récurrentes, que ce soit au genou droit et à la cheville, surtout une tendance à faire des entorses à la cheville, et voilà, ça me tracassait vraiment, et j'avais vraiment envie d'investiguer pour comprendre pourquoi j'avais ces douleurs, et voilà, c'est le but maintenant de vous emmener avec moi sur cette enquête. Alors la toute première étape a consisté bien sûr à me filmer en train de courir, que ce soit de face de dos, en latéral droit, latéral gauche, parce que du coup c'est beaucoup plus simple d'analyser sa foulée tranquillement à la maison, regarder ça sur son PC, image par image par image par image par image, pour vraiment pouvoir décortiquer votre mouvement et comprendre, essayer de trouver ce qui va pas dans votre foulée. De toute façon vous avez plein de comparatifs, les gens qui courent bien à la télé, on peut en voir tout plein sur les épreuves olympiques, tout ça, et simplement avec des petits comparatifs et quelques bonnes lectures bien placées, on peut vraiment tout de suite voir ce qui va pas. Vous verrez sur la vidéo, vous verrez immédiatement qu'il y a des choses qui vont pas, et voilà, vous allez pouvoir tirer des conclusions et voir déterminer vos premiers axes de progression, et c'est exactement moi ce que j'ai fait. Et donc il est temps de dresser le diagnostic de la machine, de voir un peu ce qui marche pas, et on va processer, on va lister tout ça, et dans un second temps, on verra comment j'ai amélioré chacun de ces points. Donc, le tout premier point, tout d'abord, c'était la cadence. Bon, clairement, j'étais extrêmement loin des 180 pas par minute recommandés, partout dans tous les bouquins et tout ça. Mais j'étais plutôt à un bon 160, un bon 160 d'ultra trailer. Mais on verra après que c'est important de switcher sur ce 180 pas par minute. Ensuite, je me suis attardé sur ma pose de pied, parce que bon, ok, j'avais une attaque talon. Ça, en soi, l'attaque talon, c'est pas grave. Il n'y a pas de souci, je vous expliquerai aussi ça après pourquoi. Mon point de vue a vachement changé sur ce type d'attaque. Voilà, il y a des gens qui sont terriens, il y a des gens qui sont aériens, mais bref. Donc moi j'avais quand même une attaque talon qui était bien lourde, jambes tendues et avec une pose de pied qui était quand même très différente, que ce soit sur le pied droit ou sur le pied gauche. Et surtout quand j'ai commencé à attaquer médio-pied. Donc là je ne vais pas pouvoir parler de changement de foulée, on va parler de tous ces correctifs qui n'ont pas nécessité de changer la foulée, qui est très traumatisante. Donc là, on va vraiment voir des petits points d'amélioration que tout le monde peut faire sans basculer de foulée. Donc j'avais ce problème de pose de pied en deux temps, en latéral, en glissement, enfin un truc qui était vraiment pas propre. Et ensuite, il était temps de se pencher sur ce souci de genou et de cheville. Alors qu'est-ce qui peut bien causer tout ça? Alors c'était un peu bizarre. J'avais déjà constater, si vous voulez, qu'en position neutre, genre quand je me posais comme ça, j'avais pas les pieds qui étaient parallèles. J'avais le pied droit qui avait tendance à faire une légère rotation externe, et du coup, au lieu d'être annihilé, il était plutôt vers l'extérieur. Et du coup, j'ai remarqué aussi que quand je pliais les jambes, j'avais un effondrement du genou si je venais à mettre mon pied droit.
Donc pour compenser effectivement cet effondrement de genou, j'avais tendance à mettre mon petit pied vers l'extérieur. Du coup, c'est un problème anatomique qui a une incidence directe sur la manière de poser mon pied, mais également de la manière de me propulser, donc tout sur ma phase de poussée. Donc vous voyez que juste ce petit déséquilibre a de grosses conséquences sur la pose de pied et sur la poussée. Donc quasiment sur l'intégralité de mon mouvement du côté droit. Et du coup, comme on peut le voir, à la poussée, j'ai vachement tendance à pousser en latéral et de ne pas solliciter mon gros orteil sur ma poussée. Et du coup, ça crée des déséquilibres et ça fait aussi en sorte que au moment de votre poussée, votre pied va vachement partir à l'extérieur. Et du coup, ça fait une boucle et ce mouvement de pose de pied latéral. Voilà, c'est une boucle infinie. Alors pour continuer aussi dans les jambes, le fait d'avoir des petites douleurs récurrentes, que ce soit au genou ou de me faire des chevilles assez régulièrement à droite, j'ai pris l'habitude, la mauvaise habitude de beaucoup moins forcer, de beaucoup moins travailler sur ma jambe droite. Et à l'entraînement, je sentais bien que quand je faisais des séances de côte et tout ça, je montais vachement en lactique à gauche, mais très peu à droite. Et du coup, j'ai vachement créé un déséquilibre musculaire avec une jambe droite faible et une jambe gauche beaucoup plus puissante. Et ça se voit directement de toute façon à la masse musculaire, enfin, pas vraiment de la masse, mais bon, le muscle simplement. Et j'avais aussi ces petites douleurs à la rotule, parce que certes, donc j'ai des déséquilibres musculaires qui fait que j'ai plus gros muscles à gauche qu'à droite, mais même au sein de ma jambe droite, le fait d'avoir une pose de pied qui soit pas vraiment dans l'axe, ça causait des perturbations sur le quadriceps. Vous savez, le quadriceps, il est en plusieurs morceaux, et du coup, ces 3 morceaux n'étaient pas équilibrés du fait de la pose de pied qui n'était pas dans l'axe, et ce qui proposait un déséquilibre et qui potentiellement, je pense, venait désaxer tranquillement la rotule. Bref, là-dessus, on a un très gros dossier à voir. Et puis pour le petit final, on va voir tout ce qui est au niveau de la posture générale. Vous voyez, de tout ce qu'on peut corriger au niveau de la posture, parce qu'il y a 2-3 choses qui peuvent être faites vraiment très simplement. On peut aller chercher aussi du chipotage, vraiment au niveau des hanches et tout ça, on en parlera. Mais clairement, on a posé là toutes les bases de qui allait pas dans cette foulée. Bon, maintenant qu'on a le devis, il est temps de faire les travaux, de rentrer dans le chantier et d'y aller. Alors, on va y aller ensemble point par point et je vais vous expliquer comment j'ai travaillé sur chacun des points. Alors, pour la liste, on avait du coup la fréquence de pas, la pose du pied, le problème genou-cheville, le déséquilibre musculaire, le problème de poussée et en 6, la posture. Et du coup, on va faire une petite digression vers la mobilité parce que ça a changé beaucoup de choses aussi dans ma foulée. Alors le premier aspect du coup c'est la fréquence de pas. Vous avez tous entendu parler de ce mythique 180 pas par minute, on le retrouve dans beaucoup de documentation, dans des livres, dans des vidéos, ici aussi. 180 pas par minute, c'est la vitesse, la cadence de foulée optimale pour bénéficier au mieux de sa biomécanique naturelle et de son rebond naturel et tout ça. Il y a énormément d'avantages à courir à fréquence élevée. Et je vais casser tout de suite un mythe. On peut courir lentement, mais à très haute cadence. Regardons une vidéo. Sur cette vidéo, je cours ici à 160 pas par minute à 11,5 km/h. Sur cette même vidéo, je cours à 180 pas par minute à 11,5 km/h. Donc, pour les remarques que j'entends toujours, oui, mais je suis en EF, c'est une bêtise. Certes, je conçois que ce soit plus facile de courir vite à haute cadence que de courir lentement à haute cadence. Mais on en reparlera tout de suite après. On peut le faire et il faut le faire. L'avantage très important aussi de cette foulée rapide, de cette cadence rapide et des petits pas du coup, c'est que le temps de pause va être beaucoup moins important sur vos pieds. Vous allez être resté moins longtemps en appui, qui dit moins d'appui, dit moins de choc, dit moins longtemps, et dit moins de traumatisme pour votre corps. Et le truc qui est cool aussi, c'est que comme vous devez aller vite avec vos pas, vous n'avez pas le temps d'amener votre jambe beaucoup trop loin. Nécessairement du coup sur une attaque talon, ça va vous empêcher de venir tendre la jambe. Et du coup, vous allez poser votre pied beaucoup plus proche de votre centre de gravité. Ce qui fait que votre bascule, passage de pied, corps, va être beaucoup plus naturel et dans l'élan. Et du coup, c'est beaucoup plus optimal. Et ensuite, quand vous serez bien habitué et vous utiliserez le plein potentiel de votre tonus musculaire, vous verrez que ce sera en économie d'énergie quelque chose de très intéressant. Alors comment on bosse ça? C'est tout con. Moi, comment je l'ai bossé? Voilà. En tant que musicien, on a tous cette petite boîte bleue. On sait ce que c'est, ça s'appelle un métronome. Et simplement, on l'allume, ça sonne à 180 pas par minute et on essaye de respecter ça.
Vous pouvez l'appliquer sur toutes vos sorties, que ce soit footing, rapidité ou quoi, même si on va avoir tendance à monter un petit peu plus haut du coup, dès qu'on va aller accélérer. En descente, on va avoir des fréquences beaucoup plus élevées. En montée, on devrait avoir au moins cette fréquence-là aussi. C'est un truc que vous servirez partout, qui est très simple à mettre en place et qui peut vous sauver vos jambes, vos articulations et tous vos tracas, beaucoup de tracas de base en course à pied. Et vraiment, c'est quelque chose de décisif. Mais petite chose qui est quand même à faire attention, donc c'est du run conscient, de toute façon, de juste se caler à 180 pas par minute. Le truc un peu compliqué, c'est qu'au début, bah ouais, quand on a sa cadence de bras à 160, c'est tranquille. Dès qu'il faut commencer à causer à 180, bah voilà. C'est un petit aspect qu'il faut ajouter aussi dans cette pratique du 180 pas par minute. Mais on en reparlera aussi un peu plus tard sur les bras, vous verrez que ça sert à énormément de choses et on ne le sait pas forcément et on l'oublie, hein, parce qu'on voit beaucoup de gens courir comme ça et vous verrez que c'est pas optimal. On en parlera après. Alors le deuxième sujet, c'était donc la pose de pied. Et pour la pose de pied, c'est un peu délicat, mais ça fait partie des choses que j'appellerais du run conscient, de la course consciente. Le but, c'est vraiment de venir ici, se fermer les yeux, se concentrer et de venir sentir ce qui se passe au niveau de vos pieds. On le fait beaucoup dans le travail de la proprioception, si vous voulez la vidéo, et sur le travail de foulée en général, mais juste de savoir fermer les yeux, écouter son corps, on retire son MP3 parce que du coup il faut écouter. La pose de pied, c'est deux choses, c'est le son qu'on fait, la douceur. Plus vous faites de bruit forcément en posant le pied, plus vous avez une foulée lourde. Et c'est de essayer en fermant les yeux, en comparant les ressentis que vous avez au sol, de vous rendre compte que effectivement, soit vous avez, moi j'avais une pose de pied qui faisait tac tac avant de pousser, et à gauche ça faisait bien quoi. Et du coup, cette manière de courir de manière consciente et d'écouter votre corps, ça va vraiment vous permettre déjà d'améliorer plein de choses, mais aussi de vraiment sentir vos poses de pied. Et ce travail-là, c'est la première étape vraiment dans l'amélioration de votre foulée, notamment du coup sur la pose de pied. Et même sentir si vous allez beaucoup trop loin sur un pied ou l'autre, et en plus couplé avec le 180 pas par minute, vous verrez que c'est super important et c'est d'autant très simple à mettre en place. Il faut juste commencez par exemple à courir dans la pénombre pour ne pas être perturbé par le visuel, ce qui vous permet de plus vous concentrer sur votre sortie. Et de là, juste ressentir les choses, vous verrez que vous pouvez aller corriger tout ça de manière consciente très facilement, au son et au ressenti. Et au fur et à mesure, vous verrez que ça s'intégrera dans un schéma moteur, votre nouveau schéma moteur classique, et il n'y aura pas grand chose à faire là-dessus. Juste un peu de concentration au début, et une fois que c'est acté et roulé dans votre cerveau, c'est parti. Et moi, du coup, clairement, c'est ce que j'ai fait. J'ai juste couru la nuit. Je me suis vraiment concentré sur la manière dont je ressentais mes pas se poser au sol. Et j'ai vraiment senti que j'avais effectivement ce glissement, ce décalage sur le pied droit. Il m'a juste fallu rééquilibrer. Ça a chauffé quelques muscles dans mon corps, mais qui ne sont pas habitués. Mais derrière, ça a amélioré tout de suite ma foulée. Et vous verrez que derrière, c'est à peu près la même méthode qu'on va utiliser pour cette poussée qui n'est pas très jolie. Mais d'abord, on s'attarde au troisième problème. Le troisième problème qui était du coup la cheville et le genou. Alors la cheville et le genou, bon, comme je vous l'ai déjà montré, j'ai un petit souci anatomique. En gros, j'ai pas le genou qui est axé et ça déstabilise un petit peu toute la chaîne. Vous verrez tous les problèmes que ça peut engendrer, ce genre de truc. Et si je laisse faire par exemple sur des squats, ça peut donner ce genre de truc et c'est pas très beau. Mais ça peut se corriger franchement de deux manières. Encore une fois par la conscience, ça c'est toujours pareil, et ensuite par un gros travail de renforcement musculaire, notamment au niveau des fessiers petits et moyens. Alors pour ce faire, pour ma part, j'ai joint l'utile à l'agréable en mêlant la proprioception au renforcement musculaire. Il y a la vidéo si vous voulez. Et tous ces exercices, du coup, sur Bosu, sur en contrebas, baby pistol, donc ça a vachement contribué à votre équilibre, tout en renforçant vos muscles, que ce soit les muscles locomoteurs, donc puissants, qui vous entraînent sur le mouvement, que sur vos muscles stabilisateurs, qui vont intervenir notamment sur les notions d'équilibre et de proprioception. Et dans le stabilisateur, on va bosser du coup sur les pieds, le genou et la hanche, qui vont servir du coup pour la triple extension dont on parlera plus tard, mais qui permet d'optimiser vachement votre foulée. Et c'est assez complet et ça vous sert tous les jours dans votre pratique.
De plus, en fait, moi, ces exercices-là m'ont forcé, tout ce qui est saut en contrebas, pistol, réception sur une jambe et tout ça, ça est venu forcer à travailler ma conscience sur le fait de garder le contrôle sur mon genou. C'est-à-dire que si je fais rien, mon genou paf, il part, mais si je me garde concentré et que je pense à faire cette légère rotation vers l'extérieur tout en contractant mes muscles fessiers, eh bien, je reprends le contrôle de mon genou et ça devient un geste naturel du coup derrière en courant. Et le fait d'effectuer un petit peu ce renforcement musculaire aussi, ça m'a permis de refaire ma musculature de manière équilibrée. Donc j'ai pu rééquilibrer, que ce soit le problème de déséquilibre dans ma jambe droite et ma jambe gauche, mais aussi, comme je vous le disais, en termes de quadriceps, le fait de vraiment avoir un contrôle et un mouvement propre dans l'axe, ça m'a permis de rééquilibrer moi-même mon quadriceps et de plus du coup torturer ma rotule, parce que je pense ces douleurs au niveau de ma rotule venait que j'avais une des portions de mon quadri qui était un peu trop puissante par rapport à l'autre, j'avais le vaste interne qui était beaucoup trop puissant et qui venait du coup tirer sur la rotule et qui venait la désaxer, et du coup en termes de mouvement c'était pas forcément optimal, d'où ces douleurs. Parce que, alors c'est présupposition, mais depuis que j'ai fait ça, j'ai plus mal à la rotule. Donc voilà, pour l'instant ça a l'air de le faire. Et pour ce rééquilibrage aussi dans ma foulée et tout ça, j'ai vachement constaté maintenant à l'entraînement, quand je fais des séances de côte, que le fait de tout avoir corrigé, de rééquilibrer, recompenser, je charge enfin en lactique sur mes deux jambes. Voilà, ça y est, à l'entraînement, je charge sur les deux jambes et je suis content de constater que voilà, hop, sur les petits rééquilibrages, plus tous les autres trucs qu'on a vus avant, plus les trucs qu'on a vus après, parce que la propulsion, le thème d'après, ça a intervenu aussi pas mal dans ce processus. Ça m'a permis de revoir une foulée équilibrée, de ne plus avoir un pied qui part plus loin que l'autre et de me faire mal aux deux jambes et du coup maintenant de reprogresser de manière parallèle et saine sur mes deux jambes. Alors l'item suivant du coup c'était la propulsion, et la propulsion, la poussée, enfin comme vous voulez, mais décidément ce côté droit il était vraiment bancal et merdique. J'ai vraiment eu beaucoup de boulot à droite, j'ai pas fait grand chose à gauche. Pour vous reparler de cette propulsion du coup, on n'a pas parlé de la cheville avant, mais c'était quand même vachement lié à tout ce côté musculaire aussi, proprioception, équilibre, tout ça, pour retravailler sur la cheville. Mais il y avait un truc aussi qui était le problème, parce que si vous voulez, le fait de pousser mal sur ma propulsion, j'ai la jambe qui partait sur le côté, le temps qu'elle revienne, hop, je venais tac, attaquer comme ça. Problème de glissement, la pose de pied. Donc ça, c'est ce qu'on a corrigé dans le premier item. Cette pose de pied là, typiquement, si vous arrivez sur un caillou, vous êtes déjà engagé au niveau des fibulaires. Si ça part, bon voilà, il n'y a plus beaucoup de trajet à faire pour vous faire une lésion de la cheville. Donc, j'avais déjà arrivé à ce stade, pas mal amélioré ça. Mais du coup, j'avais toujours cette propulsion mauvaise, mais j'arrivais à venir à plat. Donc, niveau cheville, on était déjà pas trop mal réglé. Et puis, plus les exercices de proprioception, d'équilibre, d'anticipation et tout ce qu'il faut, ce qui fait bien marcher. Mais il y a un énorme dossier déjà sur ça. Mais du coup, j'ai travaillé sur ma propulsion. Et comment j'ai travaillé sur ma propulsion? Comme je vous l'ai dit, j'avais vachement tendance à pousser du coup avec mes orteils et à vachement négliger le gros orteil. Et du coup, forcément, grosse faiblesse sur les fléchisseurs du gros orteil. Donc, qui dit faiblesse dit renforcement musculaire. Première chose à faire, voilà, petites images d'exercice de renforcement du fléchisseur du gros orteil. Et dans un second temps, on en revient encore et toujours à la même chose, le run conscient, le travail sur le terrain, de penser à pousser avec tout son pied et pas seulement avec ses orteils. Voilà que là, vraiment la démarche du run conscient, c'est le truc le plus important à faire aujourd'hui dans votre travail de correction de foulée. Ces exercices de renforcement musculaire du coup des fléchisseurs, je les avais intégrés dans mon travail de proprioception, donc juste avant, et de renforcement musculaire. Donc voilà, c'est un gros bloc que j'ai tout mélangé et ça m'a permis vraiment de corriger énormément de choses. Et depuis, je touche du bois que je n'ai pas, parce que là j'ai du bois. Franchement, niveau cheville, j'ai plus aucun souci. Niveau rotule, j'ai plus aucun souci. Et voilà, maintenant il restait à trouver un petit peu de style et à venir optimiser tout ça, toute cette foulée, pour l'économie de course et pour l'esthétique, mais l'esthétique on s'en fout un peu, mais surtout pour l'économie de course. Et du coup, on embraye sur la posture. Alors la posture, on ne la fait pas pour le critère esthétique. Alors c'est sûr que voir quelqu'un qui court bien, c'est toujours plus joli que voir quelqu'un qui court mal. Je peux vous remettre la vidéo de moi qui courais, si vous voulez. Le but premier déjà de cette posture, c'est ici de venir tac, se redresser, de se tenir droit. On va avoir les épaules qui sont quand même vachement relâchées. Et si vous voulez, cette analogie d'avoir une petite cordelette type marionnette qui vous tient dans le dos, eh ben, elle n'est pas dégueulasse. Franchement, c'est une belle image que vous pouvez avoir.
Hop, on est droit, on a une légère flexion de hanche pour avoir un angle de 12 à 14 degrés maximum. Alors ensuite, je suis allé un peu dans le peaufinage de ce redressement et je suis allé chercher une belle triple extension cheville, genou, hanche, en faisant en fait une petite extension du bassin, comme on peut le voir en vidéo maintenant. Et pas une trop grosse, juste ce qu'il faut, mais vous verrez que ça propulse tout seul et ça active tous vos muscles. De fait, en fait, vous êtes préactif au moment de venir poser le pied et vous verrez que vous allez avoir un rebond qui est 1000 fois plus dynamique. Alors, sur ce rebond un peu plus dynamique, moi j'ai eu un souci parce que vous verrez que c'est vrai qu'en montée on a tendance toujours à se refermer, mais c'est très moche. En fait, il faut vraiment venir s'ouvrir et regarder loin, mais ça on en parlera plus tard. Vous verrez que cette triple extension, c'est quelque chose de magique en montée, c'est quelque chose de magique à plat, mais d'autant plus en montée. Mais moi, ce qui me freinait, il y a un truc qui me bloquait, c'était ma mobilité au niveau de mes chevilles. La fameuse dorsiflexion de cheville dont on parle, je manquais cruellement de dorsiflexion. J'avais pas, franchement, sur le test, je sais plus comment il s'appelle, j'avais pas mes 10 cm. Et bon, j'ai beaucoup travaillé du coup ma mobilité de cheville et je suis monté maintenant à 15 et 13 cm sur ma cheville à entorse, qui met un peu plus de temps à s'ouvrir. Et je vous garantis que ça change clairement la donne en montée sur le plat, en aisance globale. Après, bon, bah, vous pouvez faire aussi la mobilité au niveau des hanches, des genoux et tout ça, mais vraiment, le point crucial si vous devez travailler une mobilité, c'est au niveau de votre cheville. Surtout en montée, vous verrez que c'est ultra important, parce que même si on attaque pointe dans les montées, on va toujours poser son talon au sol pour reposer son mollet, et du coup, si on n'a pas assez de mobilité dans la cheville, on peut pas le faire, et bah, pareil, après, la triple extension, elle est pas bonne, le réflexe myotatique de propulsion, il marche pas, enfin bref, il y a toute une chaîne qui s'effondre. Donc, on travaille sa mobilité de cheville. Et la dernière chose, vous vous souvenez que dans le tout premier item, on a parlé des bras. Donc, il y a beaucoup trop de gens qui courent comme ça, mais sauf que votre mouvement, quand vous courez, bah, il n'est pas comme ça, il est comme ça. Donc, on va venir ici, et moi-même, je courais en cintre, de toute façon, je courais comme ça. Donc, voilà. Donc, il y a des gens qui courent comme ça, moi, je courais comme ça. Donc, ça, en fait, vous savez quand même que 20% de votre propulsion au niveau de la foulée, ça, c'est le haut du corps. C'est pour ça qu'on travaille le gainage. C'est pour la transmission. Donc, moi, simplement... Alors, une fois que j'ai réussi à caler mes 180, donc déjà là, ça, hop, on va venir ici rapprocher ses coudes. On va faire des mouvements de bras dans l'axe de la course. Vous courez comme ça, vous ne courez pas comme ça. Il n'y a que Flash qui court comme ça. Et vous allez venir chercher ici, tac, un peu plus loin. Et vous verrez que naturellement, en allant chercher plus loin, bah, ça va vachement vous décontracter en fait. Et ça va vous forcer, là, à venir avoir le bras dans l'axe. Parce que là, bah, ça ne marche pas, ça bloque. Donc, et vous verrez que ça, là, cette propulsion, encore une fois en montée, bah, dès que vous donnez un petit coup de bras, hop, au moment opportun, et bah, ça vous lève tout seul. Et dès qu'il faut aller chercher de la vitesse, bah, tac, vous pouvez y aller. Et ça joue justement aussi sur la transmission haut du corps, bas du corps. Et de partir comme ça, en fait, le truc, c'est que ça vous désaxe vachement au niveau des hanches. Et du coup, vous perdez vachement en efficacité sur votre mouvement. Si je fais ça, alors que mon jambe, elle part de l'autre côté, bah voilà, c'est pas très logique. Ça fait des mouvements en croisement. Donc, tac, dans l'axe. Un peu plus derrière, je le force là, un petit peu aller chercher derrière, vous verrez que ça vous permettra de prendre le mouvement bien droit et ce sera optimisé. Voilà, je pense qu'on a fini de voir tous les items du devis. Il y avait du taf. Bref, voilà pour mes travaux, c'était laborieux, mais ça a été rudement efficace, n'empêche, et je voulais partager tout ça avec vous. Après, bon, on est tous uniques, on a tous nos problèmes, nos améliorations à fournir sur notre foulée. Comme je vous le disais, la première règle, c'est de venir se filmer, de s'analyser, et le premier boulot de base à faire, c'est vraiment de monter à 180 pas par minute. Vous verrez, c'est le premier truc. Vraiment, ça, c'est la base que je donne à tous mes athlètes. Vous courez à 180 pas par minute, déjà, ça va vous changer la vie. Ça va changer énormément de choses. Et ça fait une bonne base de travail pour les améliorations futures. Voilà, j'espère simplement que cette vidéo vous aidera à avoir un œil un peu plus averti sur votre foulée, un petit regard un peu critique, et que ça pourra vous donner des idées sur des points à améliorer. Mais vraiment, vous verrez que améliorer tout ça, ça améliore votre économie de course, et l'économie de course, bah, en ultra trail, hein, c'est la clé, même que ce soit en perf ou sur des formats plus courts. Mais dès qu'il y a une petite calorie à économiser, on va venir l'économiser. Et voilà, je le répète, le 180, c'est la base de tout. Eh bien, c'est fini pour moi pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, que vous en tirez des belles leçons. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!